Sainte Vierge, ne menez pas à cette fille, esprit de Saint Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Alors, donc l'introduction à la philosophie, les notions propédeutiques, ça veut dire des notions qui sont nécessaires pour aborder la philosophie. La philosophie a-t-elle droit de citer parmi les sciences humaines? Quelle place peut-elle légitimement y occuper? Donc sa place parmi les sciences. D'après une opinion qui est rarement formulée en termes exprès, mais qui est dans l'air, les sciences spéciales auraient accaparé aujourd'hui tout ce qui peut faire l'objet d'une connaissance certaine, contrôlable. À mesure que les instruments d'observation se perfectionnent, et il parle au début du siècle, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas grave parce que la philosophie était pour toujours, n'est-ce pas? Mais là, déjà, la science avançait, et que dire pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Les sciences spéciales se multiplient. Chaque spécialiste s'attribue un champ de recherche strictement délimité, et l'on ne voit pas dès lors quelle place il y aurait pour une science autre que les sciences positives. La philosophie, si elle prétend à l'existence, devrait donc se placer en dehors de la science positive, spéculer dans le vague, se contenter de fictions, ou tout au plus de conjectures invérifiables. C'est ça ce qu'on dit, n'est-ce pas? Alors, ceux qui tiennent ce langage se méprennent sur le rôle que la philosophie s'attribue et par suite sur la portée de ses prétentions, et elle peut le prouver, n'est-ce pas? La philosophie n'entend pas être une science spéciale qui devrait prendre place à côté des autres pour leur disputer un domaine restreint à exploiter. Elle prend rang après les sciences particulières, se place au-dessus d'elles, dominant leurs objets respectifs, recherchant leurs connexions, les connexions de ces connexions, jusqu'à ce qu'elles parviennent à des notions tellement simples. Voilà, ce langage, ça me plaît, n'est-ce pas? Qu'elle défie toute analyse tellement générale qu'il n'y ait pas de limite à leur applicabilité. Voilà. Donc la science a droit de citer et même au-dessus des autres. Et c'est pas qu'elle s'arroge, qu'elle prend une place, mais qu'elle reçoit cette place qui lui revient de nature. La philosophie, ainsi entendue, existera tant qu'il y aura des hommes doués de capacités et d'énergie pour pousser jusqu'à son dernier terme possible l'effort de la raison. La philosophie, ainsi entendue, existe. Elle a un passé de plus de 2000 ans, qu'on a déjà vu l'année dernière. L'année académique plutôt. Donc, on a vu d'abord un premier cours, l'histoire de la philosophie, n'est-ce pas, dans le livre de Maritain. Et ça, c'est bien fait, cet aperçu historique est bien fait de la part de Maritain. Il n'y a rien à dire. C'est une bonne synthèse. Donc ça, on a vu, n'est-ce pas? Chose bizarre, ceux qui en parlent avec défiance et s'intitulent positivistes pour signifier qu'ils ne veulent connaître que l'effet positif, ou agnostiques pour dire qu'ils veulent ignorer ce qui est au-delà du fait immédiat, ont leur théorie générale des choses. Ils supposent déjà une théorie, une philosophie qui est par derrière, c'est-à-dire l'évolutionnisme. Par exemple, affirme que l'univers est soumis à un perpétuel devenir. Ça n'a jamais été prouvé, n'est-ce pas? Le mécanisme, que tous les événements de ce monde sont mécaniques et que dès lors, leurs lois générales s'identifient avec les lois de la mécanique. Donc on nie l'existence de l'esprit. Le phénoménisme, n'est-ce pas? Le phénoménisme de Kant, d'Hegel, que l'intelligence ne connaît que des phénomènes mouvants et relatifs. Apparemment, ces noms servent d'étiquette à des théories générales d'allure philosophique. Vous voyez? Finalement, c'est déjà de la philosophie qu'ils font, mais de la mauvaise philosophie. On a vu ça déjà.
la critique on a donné une petite critique de Kant et de Descartes, etc. Les sciences d'observation n'apportent à l'esprit, par les découvertes qu'elles font et par les solutions pratiques qu'elles permettent, qu'une satisfaction momentanée. Au résultat éparse des sciences particulières, l'âme humaine commande de chercher un lien. Elle a besoin de les unifier et de comprendre ensuite comment ils s'adaptent aux conditions de la vie humaine. Ainsi, parlant des positivistes, n'est-ce pas, pour citer qu'un exemple, Auguste Comte, c'est un des grands, ceux qui ont commencé le positivisme, n'est-ce pas, qui a le plus contribué à discréditer la métaphysique. La métaphysique a été développée par Aristote, n'est-ce pas, au profit des sciences positives. N'est-il pas obligé aussi de reconnaître qu'il y a, outre les sciences proprement dites positives, n'est-ce pas, une connaissance qui a pour objet l'étude des généralités scientifiques, les généralités des différentes sciences, conçues comme soumises à une méthode unique et conformant les différentes parties d'un plan général de recherche. Voilà. Donc, pour faire de la science, même positive ou positiviste, il faut avoir une philosophie pour savoir ce qu'on est en train de faire. Les anciens et éternels problèmes s'imposent à nous avec une vigueur nouvelle. Petit instant, s'il vous plaît. La solution d'autrefois, si elle n'était pas définitive, était au moins apaisante. Aujourd'hui, au contraire, les problèmes se posent sans détour. Le secret de notre humaine nature, les questions de nos origines et notre destinée, l'intervention d'une aveugle nécessité, du hasard et de la douleur dans la trame de notre existence, les faiblesses et les vulgarités de l'âme humaine, les complications du commerce social ne sont-ce pas autant d'énigmes qui nous harcèlent avec une incoercible puissance et dont nous exigeons, nous demandons, nous savons qu'il doit avoir une réponse, une explication à cela. Nous ne sommes pas satisfaits s'il n'y a pas d'explication. Voilà. Eh bien, c'est la philosophie et la religion, bien sûr, les deux qui donnent la réponse à ces questions-là, les grandes questions. À quoi sert la science? À quoi sert la science? Pour faire de la science, il faut encore savoir le pourquoi, sinon on commence même pas. Si on n'est même pas motivé, on ne commence pas à agir. Donc la cause finale, n'est-ce pas, elle doit être claire. Pourquoi? Quelle finalité? Eh bien, la philosophie, elle va vous donner cela, et la religion, elle va ajouter ce qui manque à la philosophie, n'est-ce pas? Tout se concentre autour de cette question essentielle. La nature humaine a-t-elle un sens et une valeur ou est-elle si profondément brisée que la vérité et la paix peuvent lui échapper pour toujours? Ça, c'est vraiment du pessimisme, n'est-ce pas? Donc, nous répondons déjà qu'effectivement, la nature humaine est fragilisée. La religion va dire il y a eu le péché originel, et la suite du péché originel a obscurci notre intelligence, affaibli la volonté et a donné une tendance vers le vice, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas détruit, comme dit Luther, l'hérétique. C'est condamné comme hérésie, maintenant je suis en théologie, hein. C'est condamné comme hérétique de dire que l'intelligence est plus capable de connaître quelque chose, Luther, et que la volonté est tellement mauvaise qu'on ne peut plus devenir un saint. Luther encore, qui dit péchez fortement, parce qu'en tout cas vous ne pouvez pas empêcher de pécher, mais croyez encore plus fortement que vous êtes sauvé par Jésus-Christ.
Donc c'est scandaleux, n'est-ce pas? C'est encourager, c'est avaliser le péché finalement. Hein. Vous voyez, donc ça c'est condamné par l'Église. La foi dit que effectivement l'homme est fragilisé par le péché originel, fragilisé, mais que effectivement il reste quand même assez de puissance intellective et la volonté n'est pas brisée non plus. Il reste quelque chose, n'est-ce pas? L'homme est blessé, mais il n'est pas mort, c'est ça. Et ensuite, si on a la grâce de Jésus-Christ, on est capable de beaucoup plus. Voilà. Je donne déjà une réponse, n'est-ce pas, à cette deuxième partie de la question. Donc, je confirme que la première partie est la vraie. C'est la nature humaine a un sens et une valeur, toujours, toujours. Et ce n'est pas ainsi avec Luther. Donc Luther a tort et les agnostiques, etc., les philosophes qui sont à sa suite, ou qui l'avancent, que la nature humaine est si profondément brisée que la vérité et la paix doivent lui échapper pour toujours. Là, c'est vraiment du pessimisme, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas... Tout le monde sent que ce n'est pas raisonnable. Alors, on a envie de se suicider après. La vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? Il est vrai qu'aujourd'hui, la tâche de la philosophie est plus ardue que jamais. Continue, qu'est-ce qui a écrit cette traduction? Parce qu'il y a plusieurs notions propédétiques, ça vient de qui? C'est pas tellement... Non, il n'y a pas d'auteur. On n'a pas donné d'auteur. Peut-être dans les matières. La préface est donnée justement par Mercier, par Cardinal Mercier. En tout cas, c'est lui qui supervise. Hein. Je pense que puisque c'est lui qui supervise, c'est lui qui s'il n'y a pas de... Oui. S'il n'y a pas d'auteur, c'est lui, c'est l'auteur. Hein. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres auteurs, il va donner, sinon c'est lui. Voilà. Donc, la tâche de la philosophie est plus ardue que jamais, bien sûr. Parce qu'on est dans un monde qui nie la logique et qui nie... les preuves, par exemple, de l'existence de Dieu sont niées. Et ce sont pourtant des preuves scientifiques, des preuves pures et dures. Et même la religion confirme qu'il y a une preuve. C'est dans l'Épître aux Romains que tout le monde peut savoir que Dieu existe si on réfléchit. C'est dans l'Épître aux Romains, donc c'est Dieu qui parle, que des preuves sont possibles. Et le Concile Vatican I a donné effectivement, qu'on peut donner les preuves de Dieu, que les preuves de Dieu, l'existence de Dieu sont valables, et celui qui dit qu'ils ne sont pas valables, qui est condamné. Hein. Le premier Concile du Vatican, donc infaillible, il a condamné l'agnosticisme, n'est-ce pas, concernant Dieu. Et pourtant, on le nie toujours, on dit qu'on ne peut pas prouver que Dieu existe. Donc il faut encore prouver que les preuves sont valables. Quoique ça va de soi, n'est-ce pas? C'est dommage. Mais c'est donc la tâche de la philosophie est plus ardue que jamais. Les matériaux s'accumulent continuellement. Les découvertes se succèdent avec une rapidité telle qu'il est devenu impossible à un seul homme de les embrasser toutes dans sa pensée. Comme c'était le fait, c'était les génies universels, les scientifiques universels. Par exemple, Leonardo da Vinci, un des plus connus, n'est-ce pas? Il avait toutes les connaissances de son temps. Il y avait toutes les sciences. Maintenant, c'est pas possible. Cette absence d'une philosophie faite adéquate aux résultats actuels des sciences explique l'état d'âme de ceux qui se défient et se détournent de la spéculation philosophique. Donc, Cardinal Mercier se pose la question pourquoi, et il voit la nécessité que la philosophie doit s'occuper des sciences actuelles et de les suivre, les sciences actuelles. Pour dire ça, vous êtes dans votre domaine, c'est valable, là vous sortez de votre domaine, c'est pas valable.
J'ai parlé l'autre fois du Big Bang, n'est-ce pas? L'exemple classique. Si la physique, l'astronomie, n'est-ce pas, dit que tout a commencé par un Big Bang, la philosophie dit oh stop, ce n'est qu'une proposition, c'est une hypothèse de travail. C'est pas une certitude. Donc vous n'avez pas le droit d'enseigner cela comme une certitude dans les écoles. Là, vous dépassez votre capacité et votre compatibilité. Vous n'êtes pas capable de faire ça, n'est-ce pas? Vous passez vos puissances et votre légitimité, n'est-ce pas? Et vous mentez finalement, n'est-ce pas? Et voilà, donc il faut une science qui surveille les autres sciences. Et là, puisque la science moderne s'évolue, n'est-ce pas? Nous sommes dans une civilisation qui ne fait évoluer que la technique, la technologie. Mais encore faut-il suivre cet événement. Par exemple, la philosophie, la religion devrait dire stop, vous n'avez pas le droit de développer l'énergie atomique, la bombe atomique. C'est pas éthique, n'est-ce pas? Arrêtez-vous là, n'est-ce pas? Il y a des limites. Là, vous dépassez des limites de ce qui est humain, n'est-ce pas? Ce qui est convenable, ce qui est éthique, ce qui est moral. Cette absence d'une philosophie faite à Descartes explique l'état d'âme de ceux qui se détournent de la spéculation philosophique. Mais ce qui n'est pas possible à un individu isolé ne doit pas déconcentrer les efforts communs. Ce qui n'est pas réalisable aujourd'hui le sera peut-être demain. Voilà. Pour le lire en passant, ce sentiment prononcé de l'insuffisance individuelle en présence de la tâche qui incombe aujourd'hui à la philosophie, on a toutes ces réponses à les questions qu'on pose. Et aussi, la philosophie, la religion doit poser des limites, par exemple à la bioéthique. On est en train de chipoter avec les gènes de l'homme et il faut poser des limites, n'est-ce pas? À la science, dire ça c'est plus... Vous dépassez des limites. La médecine a dépassé des sciences, des limites de sa propre science. Elle ne se met pas au service de la santé, n'est-ce pas, et de la vie, mais maintenant du plaisir et de la mort. La médecine, elle organise les avortements, n'est-ce pas, tous les moyens possibles scientifiques pour augmenter le plaisir purement sexuel et pécamineux finalement. Donc la médecine se met au service de la corruption de l'homme et de la mort, quoi qu'elle est faite pour la santé et la vie. Donc la philosophie, c'est la philosophie lui dire stop, là vous n'avez pas le droit d'aller dans ce sens-là. Ouais. À la philosophie et à la religion. Mais même la philosophie peut déjà dire, appeler à se mettre dans les limites. Le droit, n'est-ce pas? Quand les universités ont cessé d'enseigner le droit naturel, la philosophie doit dire, vous devez enseigner le droit naturel. Parce qu'il y a les droits, dans la nature, il y a des lois qu'on ne peut pas transgresser, n'est-ce pas? Sinon, on va causer des catastrophes, des problèmes, des souffrances. On va rendre les gens malheureux. Il y a des lois de nature, un fonctionnement de la nature qu'il faut respecter pour faire fonctionner votre nature humaine convenablement. La philosophie doit prouver et dire que il faut enseigner le droit naturel. Et qu'il y a un droit naturel. Voilà. Donc, il y a une tâche qui incombe aujourd'hui dans la philosophie, inspirée par la création de l'école de Saint Thomas, l'école Saint Thomas d'Aquin à l'université de Louvain. Voilà, donc c'est le néotomisme dont je parlais. Donc, il fait un petit peu la publicité de son école, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. La philosophie doit toujours s'occuper de l'actualité. Elle a une tâche. Chaque civilisation a je dirais presque une idéologie, mais c'est mauvais.
Il faut dire une philosophie, des principes sur lesquels elle est basée. Et si la civilisation évolue, il faut que la philosophie et la religion lui apportent le support ou corrige pour éviter la déviation et la corruption. Parce que chaque civilisation risque de tomber dans une décadence. Il faut éviter la décadence. La solution de cette question, comment la philosophie exerce l'hégémonie de la pensée? L'hégémonie de la pensée, effectivement. C'est la reine de la pensée. La reine. Et comment est-ce qu'elle va exercer cela? Quelles sont ces notions plus simples au moyen desquelles une science supérieure prétend rendre raison de des sciences particulières? Si vous prétendez avoir une hégémonie sur les autres sciences, il faut le prouver. Il faut prouver votre titre. C'est vrai. Eh bien, deuxième point ici dans l'introduction, hein. Caractère distinctif de la connaissance intellectuelle. Simplicité et universalité des idées. Lorsque nous nous trouvons en présence d'une chose de la nature, par exemple d'un fragment de sulfate de cuivre, c'est un élément des minéraux, n'est-ce pas? De la matière morte. Un fragment de sulfate de cuivre, il nous est impossible de saisir d'un seul coup tout ce qu'il contient de réel. L'intelligence, mise en éveil par les excitations que la chose extérieure fait subir au sens, considère successivement sous des aspects divers la chose à connaître. Considérer isolément un aspect d'une chose qui en présente plusieurs, separatim, considerare, donc considérer séparément, isolément, s'appelle en langage philosophique abstraire. Traire, c'est tirer du contexte et ne voir qu'un élément isolé, abstraire. La fonction distinctive de l'intelligence, celle par laquelle l'homme diffère de la bête, qui est commune à tout homme, à toute démarche de l'intelligence humaine, et n'appartient à aucun degré à la perception animale, c'est l'abstraction, justement. L'abstraction est un effort de l'intelligence humaine. L'animal ne fait jamais d'abstraction, n'est-ce pas? Il voit toujours la chose sensible en tant qu'elle est. Voilà. Le sensible, il va pas prendre un aspect en particulier pour l'étudier. Mise en présence de cristaux de sulfate de cuivre, l'intelligence en abstrait successivement les diverses propriétés, la résistance, la teinte bleuâtre, la forme géométrique, l'étendue, et ainsi de suite. Elle va se demander d'où est-ce que ça vient, c'est à quoi comme propriété, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Chaque propriété que la pensée saisit en cette chose une, une chose, c'est ce cristal, que cette chose une qui est ce cristal de sulfate de cuivre, est un objet intelligible partiel. Aliquid objectum intellectui. Un élément, une note, un caractère de l'objet. Eh bien, l'union de toutes ces notes a un objet intelligible total, donné à l'esprit de la représentation la plus complète et la plus fidèle possible de la chose à connaître. Donc la connaissance intellectuelle est abstractive et analytique d'abord et ensuite unitive. Il va prendre tous ces aspects et va étudier cet aspect jusqu'au bout. Et ensuite, il va faire une liste et les mettre ensemble. Et voir s'il y a une connexion ou une gradation, une hiérarchie des rapports. L'ensemble des notes constructives d'un objet idée
d'un objet idée s'appelle la compréhension de l'idée. Comprendre, donc prendre, et comme c'est tout, comme, communauté, commune, prendre tout ce qui est, prendre tout. Si on comprend, ça veut dire qu'on a pénétré l'intelligibilité de la chose. La compréhension de l'idée. Le plus ou moins d'applicabilité d'une idée à des sujets individuels s'appelle son extension. Cette idée, elle s'applique à combien de choses, n'est-ce pas? Si j'ai l'idée de chien et j'ai étudié ce qu'est un chien, maintenant je vais chercher à quoi s'applique le nom de chien, le terme de chien. Mais il y a plusieurs races. Hein. C'est pas seulement un type de chien, mais on va voir à qui ça s'applique. Eh bien, il faut dire que ça s'étend, donc l'extension, à plusieurs races, types de chiens. Il faut la distinguer de loup. Il faut peut-être dire que un loup, c'est son neveu, mais c'est pas un chien. Il a beaucoup de propriétés qui sont communes, mais il faut encore faire la distinction. Hein, il faut voir. L'extension va là et va pas plus loin. L'extension de terme chien ne va pas jusqu'au loup. Entre la compréhension et l'extension d'une idée, il y a un rapport tel que moins l'idée a de compréhension, plus elle a d'extension. Moins l'idée a de compréhension, de plus elle a d'extension. Par exemple, si on dit chien, c'est plus général, c'est moins spécifié que par exemple un berger allemand. Un berger allemand, c'est plus spécifique, et alors il y a moins d'extension. Mais de plus qu'il y a, de moins que vous avez de la spécificité, de plus qu'il y a d'extension. Par exemple, si vous dites chien, il y a plus d'extension, plus d'individus à qui c'est applicable que si vous dites berger allemand. Si vous dites animal, c'est encore plus général. C'est moins particulier, n'est-ce pas? C'est encore moins. Donc il y a plus d'extension. Si vous dites être vivant, il y a encore plus d'extension. C'est encore moins spécifié, n'est-ce pas? C'est pas spécifié que c'est un chien, ça peut être un chat ou un homme. N'est-ce pas? Si vous dites être vivant, ça peut être même une plante. Hein. Et si vous dites un être, ça c'est l'idée la plus générale et qui a la plus grande extension, n'est-ce pas? C'est un être. Mais bon. Donc c'est moins spécifique et c'est très général et c'est d'une très grande extension. Donc, il y a moins de compréhension dedans, dans le mot être, moins de compréhension, moins de définition, disons, moins d'éléments qui spécifient, et de plus durant l'extension. Donc il donne déjà une loi ici logique dans la logique, c'est ça. Là on fait un petit peu de logique. En d'autres mots, plus une idée est simple, plus elle est d'une application générale. Être est plus simple que être vivant. Être vivant est plus simple que un animal. Animal est plus simple qu'un chien. Chien est plus simple qu'un berger allemand. Et ce berger allemand, Bobby, voilà, un chien particulier, c'est encore plus spécifié qu'un chien allemand, berger allemand en général, hein, ou un fox terrier, ou n'importe lequel. Hein. Parmi nos idées, celles qui ont le minimum de compréhension auront donc le maximum d'universalité. Le minimum de compréhension. Par exemple, l'être, ou le bien, ou le un. Le un. Il y a un quoi? Bien, il y a des milliards de un. Il y a un vélo, il y a un arbre, il y a un homme, il y a l'un. Donc là, le bon, le bien, ce qui est bien, hein. Il y a plusieurs choses qui sont bonnes. Toute chose, finalement, a quelque chose de bien en elle. Hein. L'eau, l'air, toute chose, si ça sert à quelque chose, ça a une bonté. Hein. Et toute chose sert à quelque chose. Donc, voilà. L'idée d'une chose étendue, de forme triclinique,
bleuâtre posé en ce moment sur l'index de ma main s'applique à ce cristal de cuivre que voici à lui seul. Voilà. L'idée des choses étendues de forme triclinique bleuâtre s'applique donc sans se limiter à celui que j'ai sur mon index, s'applique à tous les cristaux de sulfate de cuivre, où qu'ils soient, à n'importe quel moment on les suppose exister. L'idée d'une chose étendue de forme triclinique s'applique à la fois aux cristaux de sulfate de cuivre et à plusieurs autres cristaux. L'idée plus simple encore de choses étendues, tout simplement, s'applique à tous les corps de la nature, cristallins ou amorphes. Enfin, l'idée de chose, la plus simple possible, a une extension illimitée. La chose. Il y a des milliards de choses. La simplicité d'une idée et son universalité vont de pair. Voilà. C'est une relation. Ce sont deux propriétés qui vont ensemble. Or, il est aisé de comprendre que pour s'expliquer les choses, il faut décomposer le complexe en ses éléments plus simples, à l'effet de comprendre ensuite, comprendere, de prendre comme ensemble, le complexe au moyen du simple. Les notions les plus générales des objets les plus simples serviront à faire comprendre les notions plus particulières des choses plus complexes. Donc une notion particulière est mise en valeur par la notion plus générale et vice-versa. Elle se complète quelque part. Par exemple, Bobby que j'ai ici, qui est par exemple un fox terrier, je vais le comprendre mieux si je vais savoir ce que c'est la définition d'un fox terrier. Je ne vais pas me perdre dans des détails qui sont particuliers à Bobby, mais qui ne sont pas particuliers au fox terrier. Je vais voir que c'est un fox terrier, mais qui a des propriétés encore spéciales. Voilà. Et voilà la distinction entre l'un et l'autre. Je vois qu'il y a des propriétés qui sont essentielles et d'autres des propriétés accidentelles. Voilà. Donc, on va alors distinguer. Les principes s'appellent aussi les raisons des choses. Les raisons des choses. C'est un terme philosophique. Il ne faut pas prendre dans l'utilisation commune, quotidienne. On voit ainsi aussitôt pourquoi ils fournissent en effet la raison explicative des objets compliqués, en face desquels se trouve l'esprit humain, chaque fois qu'il interroge la nature ou s'efforce de fonder sa conscience. Ce sont des raisons explicatives. Quelle est l'explication de cette chose? Eh bien, j'arrive à des raisons. Des raisons. Ratio en latin. En somme, les principes ou les raisons fondamentales des choses sont des solutions ultimes des problèmes que se pose inévitablement l'esprit humain. Ultime. Vous voyez, la philosophie va vers l'ultime. Et la raison, l'explication d'ultime. Lorsqu'il se prend à réfléchir sur le monde et sur soi-même. Sur tout. Voilà. Là, vous avez de nouveau cette définition de philosophie qui surgit, n'est-ce pas? C'est la raison humaine, c'est pas la religion. La raison humaine qui cherche les raisons les plus profondes, les plus ultimes de tout. Le monde est sur soi-même, tout. N'exclut rien, n'est-ce pas? Ils répondent au dernier pourquoi de la raison. Le dernier pourquoi. Donc, la philosophie est par définition la science la plus générale, a pour objet les principes les plus simples, au moyen desquels s'expliquent les autres objets de la pensée. Au moyen de ces principes, nous connaissons les autres choses, dit Aristote, tandis que eux, nous les connaissons pas par les autres choses. Donc, les principes. Les principes, on ne le connaît pas par les autres choses. Les principes sont l'explication ultime, qui ne s'explique plus par autre chose. Après ces vues d'ensemble sur la philosophie, nous devons entrer dans quelques explications des détails sous forme plus didactique.
Voyons d'abord en quoi la connaissance philosophique se distingue des autres formes de connaissance intellectuelle. Ça, on a vu déjà dans l'introduction. Je ne vais pas répéter ça, ce qu'on a vu avec Avaritain, n'est-ce pas? Je renvoie au cours que j'ai donné. Ensuite, il arrive à une définition, effectivement, de la philosophie. La science de l'universalité des choses par les raisons les plus simples et les plus générales. Voilà. La science de l'universalité des choses, de toutes choses, par leurs raisons les plus simples et les plus générales. Voilà. C'est une première définition qui atteint une certitude, hein, sinon ce n'est pas une science. Donc on a vu ça déjà, donc je passe. Donc la science, la philosophie n'est que la science à son plus haut degré de perfection, la science approfondie des choses. Voilà. Ensuite, les principes, les causes, les raisons des choses. Ça, on n'a pas encore vraiment vu. Hein. Quels sont les principes, les causes, les raisons que cherche la philosophie et qui doivent expliquer l'universalité des choses? Les sciences et la philosophie donnent réponse aux questions comment et pourquoi que se pose sans relâche l'esprit humain. Quoi, comment et pourquoi? Comment c'est plutôt la cause finale, la cause efficiente, comment est-ce que ça s'est fait? Et le pourquoi, à quoi ça sert, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est, finalement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Et pourquoi ça se fait? Pourquoi ça sert? Pourquoi ça sert? Les sciences fournissent les solutions prochaines, immédiates. Prochaines et immédiates. Donc, un automobiliste va vous expliquer que c'est une voiture. Jusqu'à présent, un homme, plusieurs hommes peuvent se mettre dedans. Ça sert à transporter un homme, n'est-ce pas? Ça, jusqu'à présent, 4 roues. Ça peut en avoir plus. Mais 4 roues, ça suffit normalement. C'est un moteur, un volant, un frein, etc., de lumière. Donc, on peut donner une définition plutôt descriptive. Un garagiste va vous donner une explication descriptive. Hein. Il va dire cette voiture-ci, elle a encore d'autres capacités qu'une autre. Il va donner des propriétés pour vous décrire ce que c'est, n'est-ce pas? La mécanique va vous expliquer des solutions, des explications prochaines et immédiates. La philosophie a pour tâche de fournir les solutions plus approfondies et dernières. Voilà, ça on a vu, hein, évidemment. Voilà. Mais il va arriver aux causes. Il va expliquer déjà dès le début la cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale. Donc il donne une première explication des 4 causes. Ça c'est intéressant ça. Donc on va comment approfondir ce chapitre qui donne les 4 causes. Voilà. Dans un sens large, le principe est un terme antérieur à un autre. Le principe, princeps, c'est le premier, princeps, le prince, le premier, princeps. Primus, hein, principe, est un terme antérieur à un autre. Ainsi, on appelle principe le point de départ du mouvement. Nous disions en français dans le principe pour désigner le commencement du temps passé. Quoique c'est plus utilisé encore beaucoup dans le principe in principio, au début, au commencement, dit plutôt. Hein. Mais on peut encore dire dans le principe. Dans une acception plus rigoureuse, on appelle principe l'antécédent qui exerce sur son conséquent une influence réelle. Comme le prince exerce sur ses sujets une influence réelle, une domination, une autorité.
Le principe dépend positivement de le principier dépend positivement de son principe. Il y a les principes ontologiques ou principes des choses s'identifient avec les causes. Les principes ontologiques, les principes des choses, les principes par lesquels les choses s'identifient avec les causes. Principe ontologique. La cause est tout ce dont dépend la réalité ou le devenir d'une chose. Donc, on donne un peu de définition des termes qu'on va utiliser. Les principes, les causes sont appelés les raisons des choses. Lorsqu'ils sont considérés en relation avec l'intelligence qui les comprend. Les raisons des choses, ratio en latin, ou l'intelligence qui s'efforce de les comprendre. Donc les raisons des choses sont les principes des choses en tant que relation avec l'intelligence qui essaie de les comprendre. Les raisons sont les réponses aux questions pourquoi que l'intelligence se pose à propos de la réalité. Néanmoins, si toute cause envisagée dans son rapport avec l'intelligence qui la pénètre s'appelle une raison, toute raison n'est pas cause. Entre la cause et ce qui en dépend, il y a une distinction réelle. Entre la raison et ce dont elle donne la raison, il ne peut y avoir qu'une distinction logique. Une distinction de pensée. La géométrie et les sciences exactes ont pour objet les raisons des propriétés énoncées des figures, nombres et rapports. On démontre par exemple que le triangle a ses trois angles égaux à deux droits. À deux droits angles. Au moyen de la définition du triangle et de l'angle droit. Cela n'est pas une démonstration par la cause, car le triangle n'est pas vraiment cause de la propriété qu'on lui attribue. Mais plutôt le résultat de ça. Lorsque le philosophe explique l'immortalité de l'âme par sa simplicité, l'âme n'est pas composée, donc elle ne peut pas se décomposer, donc elle ne peut pas mourir. Bonjour Mathieu. Lorsque donc un philosophe explique l'immortalité de l'âme par sa simplicité, il remonte non dans un effet, d'un effet à la cause, de la simplicité ou de l'immortalité à la simplicité, mais d'une propriété de l'âme à sa raison explicative. Une propriété de l'âme, l'immortalité, et la simplicité, c'est une raison explicative. Une raison explicative. Ça explique pourquoi l'âme est immortelle, qu'elle est simple. Elle est simple, donc elle ne peut pas se décomposer, donc elle ne peut pas mourir. Parce que mourir, c'est décomposer. La mort, par exemple, l'homme, c'est la séparation, décomposition de l'âme et du corps. Et alors, donc, s'il y a une séparation, il y a démolition de la chose. Mais dans l'âme, c'est pas possible parce qu'elle est une, elle est totalement une, mais indivisible. Simple, simple. Donc, on explique, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas, qu'elle est immortelle. Quand il explique l'origine du monde par l'action créatrice de Dieu, il remonte à une influence causale. Ça, c'est une cause. Dieu est une cause, n'est-ce pas? Mais pénétrons plus avant dans l'analyse des causes. Donc, il réfère à le traité des causes de Bossuet, dans les traités de logique et de morale édité par un abbé qui reste anonyme. Paris, le coffre, voilà.
Ce petit traité est à lire en entier. Donc il y a un traité de Bossuet qui est intéressant sur la logique et la morale. Bossuet. C'est un grand esprit, n'est-ce pas? Alors, donc, pénétrons un petit peu plus en avant dans l'analyse des causes. Une cause, disions-nous, est un principe en vertu duquel un être est ce qu'il est ou devient tel ou tel. Elle influe directement sur l'existence et les propriétés de l'être. On en compte quatre. Quatre. Pour les choses, il ne dit pas ça, mais moi j'ajoute pour les choses matérielles, sensibles. Pour les choses spirituelles comme l'ange et l'âme et Dieu, non, Dieu n'a pas de cause, n'est-ce pas, mais enfin. Bon, oui, parce qu'il n'a pas de, c'est ça, il n'a pas de, la seule cause qu'il a, c'est la forme. Donc on peut dire une définition de Dieu. Il n'a pas de pourquoi en Dieu, n'est-ce pas? Dieu est pour soi-même et c'est pour autre chose. Voilà, donc on parle des choses sauf Dieu. Dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de cause matérielle. Il n'y a que trois causes. Mais dans toutes les autres choses qui sont sensiblement reconnaissables et sensibles, tout simplement, il y a quatre causes. La cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale, qui répondent à des questions de genre différents. Là, il donne un texte d'Aristote, je ne vais pas lire parce que c'est en grec. Pour ceux qui ont étudié le grec, je ne sais pas s'il y en a beaucoup entre vous. Voilà. En tout cas, on va sauter, c'est pas nécessaire. C'est Aristote, n'est-ce pas, dans la métaphysique d'Aristote, chapitre 1er, 3. Donc c'est bien que Mercier, Cardinal Mercier, il va à la source, n'est-ce pas, de la logique chez Aristote. C'est très bien, c'est très bien. Donc les quatre causes. Voici par exemple une statue de marbre représentant Apollon. Oui, bon, c'est un exemple donné par Aristote. Et sculpté par Poiclette. Une statue de marbre. Voilà. Une statue de marbre représentant un personnage. La cause formelle, c'est la forme spécifique. On demandera, par exemple, qu'est-ce que ceci? On dira une statue. Pourquoi est-ce une statue? Qu'est-ce qui fait que c'est une statue? Eh bien, un bloc informe a reçu une forme spéciale. En vertu de cette forme, il est devenu une statue. Cette forme fait que le marbre est une statue. La forme ou la cause formelle est ce par quoi une chose est ce qu'elle est, déterminée dans son être et par suite distincte de tout ce qui n'est pas elle. Avant, le bloc de marbre, c'est quoi alors? C'était un bloc de marbre. La cause formelle, c'était bloc de marbre. Et avant que le bloc de marbre était, c'était dans une montagne, donc c'était une partie d'une montagne. On a dû casser le marbre pour l'enlever d'une montagne. Comme j'ai vu ça en Suisse, n'est-ce pas, il y avait des caves. On appelle ça des chantiers, là, Des carrières. Des carrières, voilà. Donc, avant, c'était une montagne, une partie de montagne. Donc, c'est devenu, par la cause efficiente, par l'intervention humaine, une carrière. Le bloc, c'est devenu un bloc informe qui est transporté chez un artiste et qui a encore travaillé la chose, ce soit devenu une statue de marbre. Une statue. Donc la forme ou la cause formelle est ce par quoi une chose est ce qu'elle est. Statue, par exemple. Déterminée dans son être et par suite distincte de tout ce qui n'est pas elle. Ça se distingue donc d'un arbre, d'une maison, d'une chaise, etc. Qui ont d'autres formes. La chaise a la forme des chaises, voilà, c'est
la chaisité qui est la forme de la chaise, la cause formelle. Mais il n'y a plus d'une espèce de forme de cause formelle. La statue d'Apollon, de cette statue d'Apollon a sa forme propre qui la distingue, par exemple, d'une statue de Minerve. Moi, ça m'énerve qu'on utilise justement des idoles. Mais c'est parce que c'est Aristote, qu'un Messier veut suivre Aristote. Bon. Moi, je prendrais une statue de, je sais pas quoi, un statue de la Terre, ou bien une statue d'un héros national. Bon, il dit Apollon et Minerve, mais tant pis. Cette forme sculpturale n'est réalisable qu'en un sujet présupposé. Bien sûr, il faut d'abord du marbre, sinon on ne peut pas faire de statue. On a dit accidentel parce que l'accident est par définition ce qui, pour exister, a besoin d'être inhérent à un sujet appelé substance. Et le sujet substance, c'est justement le bloc de marbre. Voilà. Ainsi, le marbre est une substance. Ça veut dire c'est quelque chose qui subsiste, qui existe, qui fait exister la statue, n'est-ce pas? C'est le marbre. Sans marbre, la statue peut être dans votre tête, mais elle n'existe pas en réalité. Vous l'avez en tête une statue, mais elle n'est pas. C'est le marbre qui réalise, qui est la substance qui donne existence à la statue. Avant d'être travaillé par la main du sculpteur, si informe qu'il fut au point de vue artistique, il avait sa forme spécifique. Le marbre, comme je viens de dire, la forme spécifique du marbre, du bloc de marbre, c'était être tel bloc de marbre, parce qu'il y a plusieurs blocs de marbre aussi. Hein. Il n'y a pas deux blocs de marbre qui sont les mêmes. Donc il y avait quand même une forme spécifique, mais plus générale, moins spécifiée que la statue. Comparé au bois, au fer, à l'or, il avait en effet sa propre nature, être marbre. Que le ciseau de Polyclète ne lui a du reste pas fait perdre. C'est toujours du marbre. Mais il y a des choses qui ont été coupées. Il a enlevé des morceaux pour en faire une statue. Il possédait et possède toujours ce par quoi la substance du marbre est spécifiquement du marbre et revêt les propriétés naturelles du marbre. Cette forme spécifique de la substance du marbre s'appelle sa forme substantielle. C'est là la forme au sens principal et plus profond du mot. Substantielle ou accidentelle, la cause formelle ou la forme est le principe déterminateur, ce par quoi un être, substance ou accident, est ce qu'il est. Id quo ens est, id quod est. Ce par quoi la chose est, qui est. Par exemple, le marbre, il est, mais il existe maintenant par la forme de statue. Voilà. Le sujet déterminable par la forme s'appelle matière ou cause matérielle. Voilà. Donc la cause matérielle, c'est ce qui est en dessous de la forme, ce qui fait que la forme existe dans la matière, dans le sensible. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est le marbre. C'est la matière. Et la matière plus spécifiée, c'est du marbre. Et un marbre spécifique, par exemple, un marbre Carrare ou un autre marbre. Il y a la matière première. La forme de la statue n'existe pas seule. Elle a été donnée à un bloc de marbre présupposé et s'y trouve attachée comme à un sujet. Ce dont la statue est faite, it ex quo, s'appelle matière par opposition à la forme sculpturale. Cause matérielle par opposition à la cause formelle. Donc la statue, la cause formelle, c'est statue, telle statue, même d'Apollon, de la Sainte Vierge. Et quelle est la cause matérielle? C'est le marbre. Voilà. C'est le marbre. Cause matérielle par opposition à la cause formelle. La cause matérielle s'appelle aussi subjective. Elle est en effet le sujet récepteur de la forme. Materia est id
ex quo aliquid fit et in quo forma existit. La matière est ce de quoi est fait quelque chose, la statue, et dans laquelle la forme existe. La forme de la statue existe dans ce marbre. La forme accidentelle de la statue d'Apollon est tirée du bloc de marbre que l'artiste a eu à sa disposition. Elle y demeure assujettie. Il existe donc une relation de dépendance entre la forme accidentelle de la statue et la matière sensible qui la supporte. Parce que cette forme est accidentelle, parce qu'il pourrait faire une autre forme. Il pourrait faire une forme de Minerve, comme dire, une forme de je sais pas quoi, de Charlemagne. Donc ça dépend de sa volonté libre de donner cette forme spécifique, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, c'est accidentel. Ça n'appartient pas à la nature du marbre de devenir telle statue. C'est pas essentiel, c'est accidentel. Dans ce sens-là. Donc, à ce marbre, la forme sculpturale doit, d'une certaine façon, son existence. Oui. La cause matérielle fait exister les choses sensibles. Fait exister les formes matérielles, pardon, les causes formelles, les formes donc la cause matérielle, la matière, fait exister les formes. Parce qu'il peut avoir cette forme dans ma tête uniquement, hein. Et l'artiste a dans sa tête ce qu'il va sculpter déjà, mais c'est une forme, il a déjà toute la forme, la figure dans cette période de Charlemagne qu'il va faire, il a dans les détails, mais c'est pas réalisé. C'est le marbre qui donne l'existence à cette forme. Donc c'est la matière sensible et donc vraiment cause de la statue d'Apollon. Les substances corporelles, dans le sens, corps c'est dans le sens de ce qui est matériel, hein. Une substance matérielle, c'est un corps dans la terminologie philosophique. C'est pas un corps comme un corps humain, un vivant. Dans ce sens, un bloc de marbre, c'est un corps. Les substances corporelles, ça veut dire sensibles. Les corps simples de la chimie, ce sont les éléments de la chimie. Il y a un tableau d'éléments chimiques, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les corps simples de la chimie. Simple, ça veut dire pas composé d'autres éléments, mais on peut encore couper dedans, bien sûr, hein. Et alors on casse à cet moment les molécules. Mais les corps simples de la chimie, simple dans ce sens-là, n'est-ce pas? Les éléments, ça s'appelle en chimie. Et les composés, donc on peut les éléments, on peut les mettre ensemble. Par exemple, l'eau est composée de Oxygène, hein? oxygène et hydrogène. Oui, H2O, c'est ça? H2O, oui. Hydrogène et oxygène. Ouais. Donc on peut les mettre ensemble. Donc les corps simples de la chimie et les composés qui résultent de leur combinaison tiennent leur spécificité et leurs propriétés naturelles distinctives de la forme substantielle, indépendamment des formes accidentelles qu'elles revêtent ultérieurement. Voilà, donc l'hydrogène et l'oxygène. Ça doit exister, hein, il faut en avoir pour faire de l'eau. Donc ça a une matière avec la forme est alors oxygène, et cette forme d'autre chose, c'est alors hydrogène. Et si on le met ensemble, ça a une nouvelle forme, la forme qui s'appelle eau. Le sujet premier de ces formes, ce qui demeure tandis que dans les réactions chimiques, les formes naissent et périssent et se succèdent sans relâche, c'est quelque chose que les sens ne perçoivent point, mais dont la raison infère l'existence, c'est la cause matérielle première, ou plus brièvement, la matière première, premier substratum des formes substantielles multiples du monde corporel. Donc la matière première, c'est une matière qui n'existe pas sans forme, hein.
c'est ce qui est par derrière, parce qu'on peut couper de la matière. Encore les éléments, on peut les couper en molécules, les molécules, on peut couper en protones et neutrones, encore peut couper les protones, on peut aller finalement, en principe, on peut aller jusqu'à l'infini, jusqu'à ce on garde purement la matière quantitative. Donc on peut dans la quantité encore continuer à couper dans la quantité, parce que chaque quantité a encore sa moitié. Donc mais on ne peut jamais détruire toute forme. Que la dernière forme qui existe, c'est la quantité. Et on ne peut pas la détruire, sinon la matière n'existe plus. Donc, ce qui est curieux, c'est que la matière n'existe que dans une forme, avec une forme, à une certaine forme. Et que la forme n'existe que dans la matière, la forme sensible. Donc, c'est toujours un composé. Mais il y a donc une abstraction qu'on fait, c'est la matière première. La matière première, c'est cette matière sans forme qui n'existe pas sans forme, mais qui est subjacent à toute matière qui est dans une forme. La matière première, c'est la matière pure et simple. Et ça n'existe pas parce que la matière ne peut pas exister sans avoir une forme. Mais on a fait quand même cette idée, matière première, parce qu'elle peut prendre une autre forme, cette matière dans cette forme. On peut la transformer. Donc, c'est par cela qu'on a conclué qu'il y a en dessous de cela quelque chose qui est transformable. Si c'est un certain objet, n'est-ce pas, si simple qu'il soit, on peut transformer à un autre. C'est que la forme qu'elle a peut être détruite et peut avoir une autre forme. Mais qu'est-ce qui reçoit alors cette forme autre? Eh bien, c'est la matière première. Mais on ne voit la jamais dans son état pur parce que pour être vue, elle doit avoir une forme. Ouais. Donc, dans les choses sensibles, une forme n'existe seulement que dans la matière. Sinon, c'est une pure idée qu'on a dans la tête. C'est un être de raison. Et la matière a toujours une forme. La matière première, elle a toujours une forme. Elle n'existe pas en tant que matière première. Et c'est ça un petit peu difficile. Et c'est ça la génie de Aristote, d'avoir compris qu'il y a une matière première, sans l'avoir jamais vue. Mais c'est une déduction à partir de et même une induction, n'est-ce pas? C'est à partir de l'observation qu'il va conclure qu'il y a une matière première. Voilà, donc, alors, ça, Carnot Messier n'explique pas, parce que pour savoir ce qu'est la matière première, il faut quand même une explication assez développée, parce qu'on ne voit pas la matière première. Voilà donc déjà deux catégories de causes, la cause formelle et la cause matérielle. Forme accidentelle du corps sensible, forme substantielle et matière première. La forme substantielle est la matière première qui intéresse principalement le philosophe. La chimie ne va pas s'occuper de la matière première. Elle ne va jamais la trouver, et elle ne va jamais trouver quelque chose qui est la matière première, justement parce que ça n'existe pas, comme je viens de dire, sans forme. Donc, c'est justement spécifiquement le philosophe qui va dire que ça existe. Que ça existe, que la matière première existe, mais pas tant que telle. Toujours subjacent dans une forme. La forme substantielle, voilà, et la matière première sont typiques dans des terminologies philosophiques. Ensemble, elles constituent la substance corporelle, ousia, et répondent à la question qu'est-ce que la chose corporelle? Qu'est-ce que la chose corporelle? Qu'est-ce que la chose sensible? Quelle est la nature spécifique de ce corps? La nature spécifique de ce corps, c'est d'être, par exemple, voilà, une statue de marbre. La cause matérielle, c'est marbre, et la cause formelle, c'est statue. Un problème ultérieur a pour objet de savoir si toute substance est corporelle.
Mais c'est ce que j'ai déjà dit. Il y a des substances qui ne sont pas corporelles. C'est les âmes et les anges. Et même Dieu, n'est-ce pas? Et donc Dieu, l'ange et l'âme, ce sont des substances, ça veut dire qu'ils peuvent subsister, qu'ils peuvent exister, mais en tant qu'esprit, en dehors de la matière. Donc l'âme peut exister sans le corps, parce qu'elle est immortelle. Après la mort, l'âme existe sans le corps. Les anges n'ont pas besoin de corps pour exister non plus, et Dieu encore moins. Et à ce titre composé de matière, alors une question c'est savoir si toute substance est corporelle, et à ce titre composé de matière première et de formes substantielles. Y a-t-il des formes qui subsistent ou sont capables de subsister sans matière? Dans l'affirmative, quelle est la nature de ces formes? On comprendrait prochainement que ce problème ressort de la métaphysique. J'ai déjà répondu qu'il y en a trois sortes, Dieu, l'ange et l'âme. Troisièmement, la cause efficiente. Mais on va peut-être en parler la fois prochaine parce qu'il parle déjà 1 heure. Voilà, bonsoir, Jérôme. Bon, je vais peut-être m'arrêter s'il n'y a pas de questions. Bon, ça me paraît quand même il me paraît quand même mieux que les autres, hein, Bernard Mercier. Il se tient aux sources, il va même à Aristote. C'est vrai que son langage est un petit peu compliqué. J'ai besoin de vous expliquer parce que vous êtes noyé dans ce terme de matière première, on se noie. Hein. Il donne que trois lignes d'explication. Bon, c'est vrai que probablement il va l'expliquer plus tard. Dans la physique, forcément. Donc, bon. Je suis étonné qu'il en parle si vite, mais voilà, c'est peut-être pour ouvrir votre esprit. Voilà. Donc, on parlera la fois prochaine de la cause efficiente, la cause finale. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Voilà, demain, en principe, il y avait un cours, c'était programmé à avoir un cours de spiritualité. Mais puisque il y a le lendemain, le 1er novembre, c'est possible que demain soir, je suis déjà à Belleuil, que je ne pourrais pas donner le cours, mais c'est par exception que le cours n'a pas lieu alors. Donc je pense que ça dépend de mes occupations, n'est-ce pas, il y a toujours des choses imprévues. Il y a des gens qui m'appellent. Donc, c'est pas sûr que le cours demain va avoir lieu à cause de 1er novembre, n'est-ce pas? La Toussaint qui est une fête d'obligation. Voilà. En tout cas, vous verrez l'invitation. Ou bien je dis à partir de maintenant qu'il n'y aura pas de cours, quoi. C'est plus simple. Il n'y aura pas de cours, à cause de la fête. C'est dommage que j'ai pas d'internet à Belleuil. Sinon, je pourrais mettre même les services en ligne, n'est-ce pas, les services liturgiques, les messes en ligne, les sermons en direct. Mais ce sera pour quand je serai installé l'année prochaine, on va faire ça. Voilà. S'il n'y a pas de questions, voilà, je vous dis à mercredi, n'est-ce pas, à la messe la Toussaint. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Personne qui écrit quelque chose? Voilà. Ouais, merci Jérôme. Voilà. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Adiutor nos in nomine Domini, qui fecit terra, benedictio Deum potentis, Padre, Fils et Spiritus Sancti, descende sur nous et semper. Amen. À la prochaine. Merci beaucoup.